Bonsoir à toutes et à tous et à ceux qui continuent d'arriver. Merci d'être là. Merci aussi à ceux qui nous suivent en ligne sur YouTube. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le docteur Steven Lorez. Alors voilà, il apparaît à l'image. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer dans un instant. Bonsoir, bonjour pour vous, Steven Lorez. Vous êtes neurologue, médecin et chercheur mondialement connu. Et on peut dire que la conscience, c'est votre grande affaire. Alors vous êtes en ce moment au Canada. Vous nous parlez depuis Québec, c'est ça? Puisque vous êtes professeur invité au Centre de recherche Cerveau, où vous êtes en train de monter une unité mixte internationale de recherche sur la conscience. Mais habituellement, c'est à Liège, en Belgique, que vous êtes à la fois médecin et chercheur au CHU. Vous y dirigez l'unité de recherche sur la conscience au Centre de recherche GIGA de l'Université de Liège. Et puis, c'est chez des éditeurs français que vous publiez vos livres au grand public. Autrement dit, c'est un peu la fête de la francophonie ce soir. Alors, on va avec vous donc poursuivre ce thème, la vie selon. La vie, évidemment, vous la côtoyez tous les jours et aussi, malheureusement, la mort. Alors, la semaine dernière, en France, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le Conseil constitutionnel qui avait été saisi a confirmé ce que dit la loi, c'est-à-dire que les médecins ont le droit de ne pas respecter le choix d'un patient sur sa fin de vie. Je rappelle brièvement le cas pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Un homme de 46 ans est en ce moment plongé dans le coma depuis le mois de mai dernier suite à un grave accident et l'équipe médicale de l'hôpital de Valenciennes a décidé de suspendre les traitements. Or, la famille de ce patient s'y oppose parce que cet homme avait exprimé des directives anticipées sur sa fin de vie il y a 2 ans de cela. Il souhaitait être maintenu en vie, même en cas de coma irréversible. Or, et c'est ce qu'a rappelé le Conseil constitutionnel, il existe des exceptions sur le Code de santé publique qui prévoient que les médecins ne sont pas obligés de faire quelque chose qui est contraire à leur déontologie, à leur serment, et qui est contraire à la dignité éventuellement de la personne en fin de vie. Alors, Steven Lorez, en tant que neurologue, ces situations difficiles, vous les connaissez bien, vous avez même été expert dans le cas de Vincent Lambert. Pour un médecin, je ne parle pas pour un chercheur, mais diriez-vous qu'il y a un état quand même assez clair entre la vie et la mort? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le cerveau qui nous dit, à un moment donné, la vie est finie? Bonsoir, merci pour cette question, directement un défi. Donc oui, comme médecin, évidemment, notre métier, c'est de poser ce diagnostic ultime, hein. On ne peut pas être un peu mort. Donc, et on va en parler beaucoup ce soir. Comment est-ce qu'on fait d'un point de vue médical pour déclarer quelqu'un comme décédé? Est-ce qu'on risque de se tromper? Comment est-ce qu'on peut confirmer ce diagnostic? Et ça, c'est l'acte médical. Là, je parle comme médecin. Il faut prendre une décision. Et ensuite, évidemment, il y a cette réalité biologique où la mort, ben, c'est le résultat d'un processus de mourir. Et d'un point de vue scientifique, ben, c'est un grand défi d'identifier le moment exact et aussi important de souligner comment les technologies nous permettent de rendre quelque chose qui est irréversible par définition, hein. Quand on est mort, on ne revient pas. Par contre, nos connaissances actuelles, les différentes technologies nous permettent d'influencer ce moment de réversibilité. Donc, ça fait partie de notre métier, évidemment, l'art de guérir. Comme médecin, comme soignant, on est là pour améliorer la qualité de vie. Si on parvient pas à guérir, à aider, soigner les différentes situations pathologiques et parfois il faut accepter qu'on perd le combat et alors tout le défi de ce que je pense respecter Est-ce qu'on peut dire qu'il y la... a une mort cérébrale néanmoins? Est-ce qu'il y a des critères objectivés, scientifiques, qui sont sans conteste parfois? Oui, donc on sait qu'il y a deux critères quand on va faire le diagnostic de la mort cérébrale. Tout d'abord, il faut souligner qu'il y a trois fonctions vitales. Donc là, on est vivant, hein, Sophie, tout le monde qui est avec nous, parce que on a le cœur qui bat, on respire et puis on pense,
on a le cerveau qui est actif. Cœur, poumon, cerveau. Alors, très longtemps, c'était assez simple. On est mort quand, justement, le cœur ne bat plus et que c'est irréversible, qu'on respire plus, le dernier souffle, et que, donc, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus d'activité cérébrale. Et puis, il y a eu l'invention d'une machine qui est le respirateur artificiel. Donc là, nous sommes dans les années 50. Il y a un médecin, Björn Ibsen, à Copenhague, Danemark, qui va vraiment obliger la médecine, la société, à redéfinir la mort parce qu'il y a maintenant des patients où cette machine, le respirateur artificiel, assure une ventilation, et donc, il y a une circulation, le cœur continue à battre, parfois après des accidents très graves où il y a presque plus de cerveau qui reste et où on va, à côté des critères classiques, cœur-poumon, définir les critères de la mort cérébrale, ce qu'en France, initialement, on a appelé le coma dépassé. Maintenant, c'est un terme dépassé aussi, mais c'est la notion que quand votre cerveau est mort, vous êtes mort. Et donc, on a des critères qui sont bien documentés, où je peux directement vous rassurer, et tout le monde qui est avec nous, il n'y a personne qui a récupéré la conscience avec les critères cliniques de la mort cérébrale, en dehors des erreurs éventuelles de diagnostic. Donc, il y a la mort qui, d'un point de vue médical, est bien définie, mais au niveau pratique, il y a deux manières de mourir. Pour la grande majorité de nous, ça va être sur des critères cœur-poumon, mais pour ceux aux soins intensifs, avec cette nouvelle machine et donc cette nouvelle discipline qu'on appelle les soins intensifs, il y a ce qu'on appelle les critères neurologiques de la mort cérébrale. Et ça, c'est très contre-intuitif. Il faut vraiment prendre le temps pour expliquer cela, y compris pour le patient que vous venez de mentionner. C'est quelqu'un qui est aux soins intensifs, qui a un cœur qui bat, il respire, il est chaud. Et quand vraiment on parle de la mort cérébrale, c'est important de prendre le temps pour expliquer de quoi il s'agit. Et puis, il y a ces patients qui ne sont pas en mort cérébrale, mais qui sont dans ce qu'on appelle un coma irréversible, où on pense qu'il n'y a pas de chance raisonnable vers une récupération raisonnable. Et ça, c'est tout un débat, c'est un défi aussi de définir, mais c'est quoi une vie qui vaut la peine d'être vécue? Et donc, la majorité des morts maintenant aux soins intensifs, c'est ceux qu'on va laisser mourir. Donc, ils ne sont pas en mort cérébrale, mais on décide, ben là, on est dans l'acharnement thérapeutique, on a perdu le combat, on arrête nos machines. Et alors, quand est-ce que ça devient difficile de décider, de peser finalement les chances de récupération d'un malade? Est-ce qu'il y a des niveaux de conscience en deçà desquels le corps médical ne veut pas aller, par exemple? Alors, je pense que la notion de mort cérébrale, elle est bien acceptée aussi par toutes les religions, hein. Donc, on est mort quand le cerveau est mort. Et c'est différent de ces situations où on dit, ben, il y a encore une certaine activité cérébrale, c'est le coma, mais les différents examens, les différents tests montrent que le pronostic est tellement mauvais qu'on doit discuter si on continue ou pas ces machines qui gardent de manière artificielle la vie et où il faut, je pense, respecter l'autonomie du patient. En bioéthique, parce qu'on parle des décisions qui sont parfois très complexes et difficiles pour tout le monde, qu'on va prendre en collégialité. Donc, c'est pas un médecin qui décide, c'est vraiment la discussion avec les consoeurs, les confrères, l'équipe, et où il y a évidemment le patient qui est le premier concerné. Et en bioéthique, il faut essayer de respecter son choix, ses préférences. C'est ce qu'on appelle le droit à l'autodétermination, hein. 4 grands critères en bioéthique, c'est premièrement, ben, on essaye de faire du bien. Deuxièmement, on essaye de ne pas faire du mal, primum non nocere.
Ce qui déjà, quand on fait une chirurgie, ben, oui, on coupe dans un corps, mais on le fait parce qu'on veut faire du bien. Troisième critère, c'est l'autonomie. Donc, c'est d'essayer de savoir qu'est-ce que le patient veut. Un patient informé euh, va nous exprimer son choix. Et le quatrième, c'est aussi un élément important et un vrai défi, c'est d'essayer de faire le maximum de bien pour un maximum de personnes. Euh, donc la notion de justice, parce qu'on travaille dans un monde, il y a une réalité économique et donc on ne peut pas juste accepter tous les patients aux soins intensifs. À un moment, il n'y a plus de lits, on l'a vu avec le Covid, il faut prendre des décisions. Donc ça, c'est les 4 critères où je pense qu'ici, on parle de quelque chose de très important qui est l'autonomie. Qu'est-ce que ce patient veut ou aurait voulu? Parce que quand vous êtes dans le coma, par définition, vous ne pouvez plus communiquer. Et donc, historiquement, on a commis l'erreur du paternalisme. C'est le médecin dans sa blouse blanche qui se dit plus intelligent, avec toutes ses études, il va décider. Et ça, il faut l'éviter. Je pense que aujourd'hui, notre rôle comme soignant, c'est d'informer le patient. Voilà ce que je pense ce qui se passe, le diagnostic, les possibilités thérapeutiques et les différents pronostics. Voilà ce que je propose, quels sont les risques, quels sont les effets qu'on espère obtenir. Et puis c'est le patient informé qui va nous dire ce qu'il veut. Et donc l'important dans cette situation-ci, d'anticiper. Parce que Sophie, ça peut arriver à chacun de nous, hein, à chaque instant. Et je pense que c'est vraiment bien que tous les citoyens français vont exprimer leur volonté, hein, une sorte de testament de vie, déclaration anticipée, c'est une chose. Qu'est-ce que je veux à ce moment-là que les médecins vont faire avec toute cette possibilité de technologie dont on dispose aujourd'hui. Et deuxièmement, et c'est complémentaire, identifier une personne de confiance qui me connaît, qui connaît mes valeurs et qui va pouvoir aider les médecins justement et avoir l'autorité juridique légale pour que mes valeurs et volontés soient respectées. Donc, déclaration anticipée et identification d'une personne de confiance peut nous aider dans ces situations de toute manière complexes et difficiles. Dans une situation de coma, s'il nous arrive un accident, est-ce qu'il y a malgré tout des réponses du patient qui vous permettent d'établir un pronostic et de pouvoir dire, par exemple, aux proches, à la famille, il va récupérer ou il ne va pas récupérer? Est-ce qu'il y a des états d'éveil, des états de conscience différents, de différents stades? Oui, alors on a l'examen clinique, donc on va essayer, je dirais, de mesurer ce qui n'est pas mesurable, hein, parce que d'un point de vue scientifique, on est quand même devant l'un des plus grands mystères. C'est quoi la conscience? On n'a pas de théorie qui explique ce que, en ce moment même, je pense, je perçois mes émotions. Donc là, il ne faut pas être trop arrogant. La conscience nous oblige vraiment à être un peu humble et on est confronté à nos limites d'un point de vue compréhension scientifique. Et en même temps, comme médecin, évidemment, il faut prendre des décisions. Et on va donc mesurer cette conscience au bord du lit. Et ça, c'est mon métier comme neurologue. En réduisant cette complexité de ce qu'on appelle la conscience à deux dimensions. Donc tout d'abord, imaginons je vous retrouve aux urgences, aux soins intensifs, vous êtes dans un lit, comment est-ce que je vais faire pour savoir, Sophie, si vous êtes ou pas consciente? Tout d'abord, je vais mesurer ce qu'on appelle le niveau de votre conscience, c'est le niveau d'éveil en réalité. Et là, je vais regarder, est-ce que vous avez les yeux ouverts? Donc là, je vous regarde, ça semble être OK, vous avez les yeux grands ouverts, les personnes qui sont avec nous sont éveillées, qui est la première nécessité, on pensait, pour qu'il y ait un contenu à la conscience, qu'il y a des pensées, une conscience de votre monde intérieur, cette petite voix qui vous parle, et puis des perceptions, c'est-à-dire une conscience du monde extérieur, sensoriel. Et comment est-ce que je vais apprécier ce contenu de la conscience? Eh bien, en fait, mon test clinique,
c'est le même que celui de mes collègues dans l'ancienne Égypte. Je vais vous demander de faire quelque chose. Donc voilà, je vais demander, Sophie, bougez le bras gauche. Voilà, tout le monde l'a vu. Donc, pour moi, c'est la preuve. Vous avez passé le test de la conscience. Alors, imaginez que vous ne le faites pas. Est-ce que j'ai prouvé que vous êtes inconsciente? Bien sûr que non. Hein. Il y a toute une série de raisons. Peut-être que vous êtes sourde après l'accident. Peut-être qu'il y a une interruption entre ce cerveau et les muscles, hein, au niveau de la moelle, au niveau des nerfs. Et donc votre cerveau, il dit bouge, bouge, mais le bras, il n'arrive plus à bouger. Et donc là, ça peut nous donner des problèmes, bien évidemment. Ou peut-être vous ne comprenez plus ma question, ce qu'on appelle l'aphasie. Hein. Et je me souviens d'une patiente qui me racontait, ben, professeur Lorez, je me souviens, vous me demandez de vous serrer la main, mais je ne voyais pas pourquoi. Alors là aussi, évidemment, je suis bien embêté. Donc là, vous avez bien joué le jeu, je vous demande de bouger le bras, vous le faites, mais l'absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Et donc, il y a une série d'examens qui vont m'aider. Je vais par exemple mettre des électrodes sur votre tête. Ici d'ailleurs, vous avez vu ma bibliothèque, beaucoup de cerveaux, beaucoup de machines. Donc ça, on le connaît, c'est ce qu'on appelle l'électroencéphalographie. Donc vous voyez des électrodes, bon ça c'est une machine un peu avancée, c'est Bluetooth maintenant, on n'a même pas besoin de le connecter et je peux voir sur mon écran, est-ce que ces milliards de cellules, de neurones produisent une activité électrique et il y a, et ça c'est notre métier comme neurologue, une activité qui me dit qu'il y a possibilité de conscience, ou bien il y a des ondes très très lentes, ou bien il n'y a plus d'activité du tout. Donc cela va nous aider. Ensuite, évidemment, on a des scanners. Je vais mettre Sophie dans un scanner à rayon X ou dans une IRM pour faire des photos du cerveau et apprécier est-ce qu'il y a des dégâts structurels. On a aussi des scanners fonctionnels. On a des mesures pour apprécier est-ce qu'il y a encore du sang qui va vers le cerveau. On peut faire ce qu'on appelle une angiographie ou un examen échodoppler. Donc tous ces tests vont permettre de réduire l'incertitude sur le diagnostic et la présence ou absence de conscience, qui en réalité n'est pas binaire, on peut en discuter, et puis vont m'informer sur le pronostic. Quelles sont les chances que la conscience va récupérer et dans quel degré, quel handicap moteur et cognitif. Je parle maintenant aux chercheurs. Est-ce que vous disiez, on ne sait pas grand-chose sur la conscience, il faut être modeste. Néanmoins, il y a pas mal de recherches qui sont menées. Vous êtes le premier à en conduire. Est-ce qu'on sait où dans le cerveau se situe la conscience, si même d'ailleurs elle est située quelque part? Est-ce que ça, à force de passer des gens à travers vos machines, vous avez vu quelque chose? Oui, mais c'est un peu notre mission. Hein. Donc moi, j'ai créé le Coma Science Group. C'est une équipe de brillants cerveaux et esprits qui essayent de mieux comprendre, je dirais, l'esprit humain, comment expliquer ses pensées, perceptions, émotions grâce à ces nouvelles technologies, l'électroencéphalogramme, l'IRM fonctionnel, le PET scan, des manières aussi de modifier l'activité cérébrale avec ce qu'on appelle la TMS, stimulation magnétique transcrânienne, enfin tous les outils que l'argent peut nous acheter pour essayer de mesurer par tous les moyens ce cerveau dans des conditions pathologiques. Donc là, on parle du coma et ses différents états modifiés après un trauma, une hémorragie ou des personnes qui survivent à un arrêt cardiaque. Et puis, il y a d'autres situations qui sont, par exemple, l'anesthésie. Nous avons un laboratoire qui va vraiment regarder chez des volontaires sains, chez des patients, comment l'anesthésie, donc on rend inconscient des personnes, ou on donne des psychédéliques, ce qui modifie aussi la conscience, et on fait ça dans ces machines pour essayer d'identifier, comme vous dites, ce qu'on appelle le corrélat neuronal de la conscience. Où est-ce que ça change au niveau de l'activité cérébrale? Et puis, il y a un labo qui s'intéresse à ces modifications dites physiologiques, le sommeil, le rêve, mais aussi la transe cognitive. On a travaillé avec Corinne Sombrin,
la méditation. On a travaillé avec Mathieu Ricard, l'hypnose qu'on a beaucoup utilisé au CHU de Liège. Là aussi, ça nous apprend comment ces états modifiés de conscience et ces mesures objectives avec nos machines permettent d'identifier, je dirais, deux réseaux de la conscience. Je peux peut-être à nouveau... Oui, si vous pouvez nous montrer sur un cerveau. On n'en voit pas souvent, nous, des cerveaux. Alors voilà. Vous tous, ça c'est une impression 3D de mon cerveau. Un peu particulier de le tenir en main comme ça. Mes amis disent, heureusement que tu n'es pas urologue. Mais voici le résultat. J'étais dans l'IRM, chez nous, au CHU de Liège, et on peut donc imprimer avec nos imprimantes la matière grise. Donc c'est une image qu'on connaît, et ce qu'on a observé, c'est qu'il y a deux réseaux. Tout d'abord, il y a la conscience sensorielle. Ce que vous entendez, ce que vous voyez, tout ce qui passe par vos sens. Eh bien, en réalité, évidemment, vos yeux sont importants, votre cortex visuel est important, mais je dirais que c'est des systèmes esclaves. Ils sont nécessaires, mais on ne pense pas suffisants. Là où ça se passe, c'est au niveau du cortex frontal. Vous voyez ici devant, derrière, donc un réseau fronto-pariétal des deux hémisphères. D'ailleurs, on peut en discuter. Probablement que chaque hémisphère a sa propre conscience, mais c'est le côté gauche dominant où il y a le réseau du langage qui va l'exprimer. Mais l'hémisphère droit a aussi très probablement sa conscience. Et puis, il y a, à côté du réseau de la conscience du monde extérieur, la petite voix qui me parle, c'est-à-dire la conscience de mon monde intérieur. On pourrait dire de ma conscience de soi, cette capacité à s'imaginer. Là, si je me tais, vous fermez vos yeux, eh bien, vous n'êtes pas inconsciente. Vous avez toujours cette petite voix qui tourne et qui vous permet de vous imaginer des choses incroyables, cette créativité, cette capacité à anticiper. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que je vais poser comme question après? Les personnes qui sont avec nous, on va parler, je ne sais pas, 3/4 d'heure, 1 heure, ils vont pas tout le temps être avec toute leur conscience à tout ce qu'on dit. Cette petite voix, ils vont penser, ah, pas oublier, là encore ce soir, je dois faire un truc, et puis demain, ma réunion, un courriel. Et ça anticipe, on est ailleurs dans le futur où on pense à ce qui s'est passé. D'ailleurs, très souvent, 60% du temps, les études le disent, on n'est pas dans le ici et maintenant, on est ou bien dans le futur, dans le passé. Et ça, c'est un deuxième réseau qui est à l'intérieur, devant, derrière, ce qu'on appelle le réseau conscience du monde intérieur. On l'appelle aussi le réseau actif par défaut, parce que votre cerveau, il ne peut pas s'en empêcher, il pense. On met les personnes dans une IRM, on leur demande rien du tout, on pousse sur le bouton enregistrer et on voit ces pensées sautent de l'un à l'autre, ce qui a d'ailleurs été très utile pour voir est-ce que ces personnes après un coma ont encore une activité dans ce fameux réseau actif par défaut, conscience du monde intérieur ou pas, est-ce qu'ils ont encore des pensées ou pas. Rassurez-nous, le cerveau gauche, la conscience du cerveau gauche et la conscience du cerveau droit, ça communique. Oui, oui, parce que là, je vous montre une image qu'on connaît, ok? C'est la matière grise et c'est des milliards de cellules. Ok, alors, qu'est-ce qui est particulier? Qu'est-ce qui rend ces neurones différents de tous les autres cellules dans votre corps? Les connexions. C'est les connexions. Hein. Le premier qu'il a vu, et je le décris dans le livre que vous n'avez pas avec vous, je vois, mais c'est un cerveau. Oui. Il y a Ramón y Cajal qui va être le premier humain, c'est un grand chercheur, il va avoir le prix Nobel pour identifier ces connexions. Donc, comme vous l'avez dit, un neurone, il parle avec des milliers, des dizaines de milliers d'autres neurones à travers de ce qu'on appelle les synapses. Et c'est ça qui fait la force du cerveau. C'est vraiment la complexité de cette interaction entre milliers de milliards de connexions dans une soupe de neurotransmetteurs
Et donc, ça, je vais peut-être vous montrer. Voilà. Ça, on a moins l'habitude de voir. Ceci, c'est une C'est pas impression du corail. 3D. Ouais, exact. On voit la fragilité, hein. Ouais. Si je le laisse tomber, ça casse. Donc, c'est pas une bonne idée d'avoir un trauma crânien. J'ai fait un TEDx qui s'appelle Shake it and you break. Et si je le secoue, je vais casser ces milliers de milliards de synapses. C'est ce qu'on appelle la commotion cérébrale ou le trauma crânien. Et donc là, ce que vous voyez, c'est ma matière blanche. Okay, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'une image qu'on connaît mieux. Ma matière grise fonctionne grâce à ma matière blanche. Donc ça, c'est les grandes autoroutes qui permettent aux cellules, à ces différents réseaux de communiquer. On voit ici, ça descend évidemment vers la Moelle moelle épinière. R. Mais on voit aussi, si je le tourne, vous voyez, il y a comme des grandes autoroutes qui assurent que l'hémisphère gauche et droite communiquent. Et donc ça, c'est le mien, mais c'est le cas pour tous les cerveaux, sauf ceux qui ont ce qu'on appelle un split brain. Alors, il y a des personnes avec une épilepsie où pour les traiter, on va justement couper ces connexions entre l'hémisphère gauche et droite. Et là, j'en parle dans un autre livre que vous n'avez pas avec vous non plus, qui est Cervographie, qui est en 100 images tous les mystères du cerveau et cette fameuse histoire du chirurgien qui coupe les connexions qui assurent la communication entre mon hémisphère gauche et droite. Et c'est là où des chercheurs ont découvert que oui, il y a quelque chose qui se passe des deux côtés, mais on peut uniquement le documenter chez ces pauvres patients qui n'ont plus de communication entre l'hémisphère gauche et droite. On va revenir dans un instant sur les états de conscience modifiés sur lesquels vous avez beaucoup travaillé, mais avant de passer à cette partie-là, je voulais que vous nous parliez de l'expérience de mort imminente, enfin celle qu'on appelle comme cela, parce que là aussi, on est à la frontière de la vie, et c'est notre thème ce soir. Donc là, rien à voir avec la mort cérébrale ou l'absence d'activité cérébrale. Néanmoins, des patients relatent cette expérience particulière. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on en sait surtout? Alors à nouveau, qu'est-ce qu'on en sait? Tant qu'on n'a pas compris la conscience humaine, je pense qu'il faut être très prudent. On sait qu'il y a beaucoup des patients qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Ça fait maintenant quinzaine d'années qu'on l'étudie avec l'équipe, le Coma Science Group, ce qui fait partie d'une unité de recherche qui est le Giga Consciousness, où on essaye vraiment de mieux comprendre le phénomène de la conscience à travers ces différentes situations, que ce soit pathologique ou pharmacologique ou les états modifiés comme la méditation. Et en fait, dans les trois situations, on a des histoires similaires, des personnes qui nous racontent ce sentiment de bien-être extraordinaire. Ils n'ont pas des mots pour décrire comment ils se sont sentis bien, donc c'est vraiment un souvenir d'une émotion très intense, pure. Beaucoup aussi la lumière, avec les décorporations. Donc on se voit de l'extérieur avec l'histoire classique, c'est le patient qui a un arrêt cardiaque, qui est réanimé, et il va nous raconter ce qu'il a vu. Et je pense que c'est très important d'écouter ces personnes. Et moi, j'en ai jamais eu vraiment, donc j'ai aucune arrogance là. C'est un défi pour la science. Et il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de films, et malheureusement très peu d'études scientifiques. Donc là, on a une série de projets et des chercheurs. Et d'ailleurs, Sophie, si je peux faire un petit appel à témoins, s'il y a quelqu'un ici avec nous qui a eu ou qui connaît quelqu'un, partagez-le. On a maintenant des milliers de témoins, mais ça reste un phénomène extraordinaire qui nécessite vraiment plus d'études. Il y a beaucoup de facteurs confondants. Vous faites un arrêt cardiaque, un coma, on donne des médicaments, ça peut vous faire halluciner, vous faites la fièvre. Difficile de savoir quand est-ce que ça se passe, au moment où on perd conscience, au moment où on retrouve la conscience entre les deux. Pour certains, ça se passe quand il y aura plus d'activité cérébrale du tout. Et donc, pour certains, c'est une sorte de preuve d'un esprit, de l'âme,
indépendamment de Mhm. l'activité cérébrale. Donc ça, c'est une vision, ce qu'on dit dualiste, hein, qui a le corps et l'esprit. Ben, ça fait aussi Mhm. partie de nos croyances religieuses, hein. Donc là, il y a quand même une tension entre nos cultures judéo-chrétiennes et toutes les grandes religions. Donc c'est un domaine où c'est très délicat de faire de la recherche. Vraiment, j'ai eu pas mal de misère avec l'équipe. Et pourtant, je pense que c'est possible et important pour quelque chose qui impacte, hein. Ces personnes, ils changent leur relation avec la vie, la mort. Ils ont vécu quelque chose de très, très intense, parfois aussi négatif, hein. Il faut d'ailleurs aussi, d'un point de vue médical, essayer d'être à leur écoute. Et donc, On ne sait pas on encore a beaucoup de fait là choses, en aussi, somme. On ne sait pas encore pardon? beaucoup de choses, en somme. On ne sait pas encore beaucoup de choses. Alors oui, on sait que pour moi c'est une réalité physiologique, hein. On a ces histoires qui sont pas uniquement une réalité depuis qu'on a justement ce respirateur artificiel, ces techniques de réanimation, les soins intensifs. C'est clair que on en parle plus, donc on a plus de témoignages, il y a plus de patients qui survivent à ces situations très très en danger de vie, mais on le retrouve dans des textes très anciens. Je pense que c'est quelque chose de tous les temps et d'universel. Moi, je viens de faire une présentation virtuelle avec nos collègues et amis en Australie. Mais là aussi, hein, il y a ces phénomènes des Aboriginals. Il y a ici, je vous parle du Canada, les Native Americans, les Inuits. Euh, donc, on a, je pense, cette réalité physiologique qui va quand même être coloriée un peu, où on va l'interpréter différemment en fonction d'où on est et de ses croyances. Donc il faut, pour le moment c'est un peu anecdotique, mais je vous ai parlé de la lumière. Alors ici, ça va plus être un tunnel. Euh, En Asie, ça va être beaucoup une rivière. On travaille avec l'Inde. Mhm. Dans le monde musulman, ce sera plus fréquemment une porte. J'ai fait une présentation en Russie, bon, avant la guerre, et là j'ai un ami qui est un prêtre orthodoxe, Father Sergei, qui, quand il m'a entendu dire, ben, dans notre cohorte, je vous ai dit des milliers de personnes, Mhm. 90% c'est positif. Et lui me dit, ben, moi, à Saint-Pétersbourg et les autres patients en Russie, une fois sur deux, c'est négatif. C'est Ils un rentrent un peu traumatisme. diable, ils vont vers l'enfer. Et donc, si c'est vrai, ben, ça mérite plus d'études. Et je pense que ceux qui disent, ben, on a tout compris, c'est une hallucination, c'est un manque d'oxygène, ben, je ne suis pas nécessairement d'accord avec cela. On a d'ailleurs démontré que ce n'est pas uniquement l'anoxie, on le voit aussi dans d'autres situations. Et puis, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ceux qui peuvent aussi avoir une vision un peu dogmatique. Ah, voilà, c'est la preuve que l'âme quitte le corps, c'est une conscience cosmique. D'ailleurs, il y a eu des études pour démontrer ou essayer de démontrer que ces personnes, quand ils ont des décorporations, est-ce qu'ils sont capables de nous dire mais qu'est-ce qui était caché là, près du plafond? Et pour le moment, il n'y a pas eu de témoignages vérifiés, hein, parce qu'on a en science quand même une méthodologie exigeante. Donc pour le moment, non, mais je pense que c'est important d'approcher ces thématiques avec vraiment un esprit ouvert. Toutes ces études que vous menez sur la conscience, vous avez évoqué tout à l'heure différents publics, entre guillemets, ou différents individus. Un apnéiste, Corinne Sombrin qui est chamane, Mathieu Ricard qui est moine bouddhiste. Là, il y a devant nous 2 livres sur la méditation. Donc, qu'est-ce que l'on sait, par exemple, de ce que la conscience fait sur notre qualité de vie, et notamment la méditation, puisque vous avez écrit un livre, La méditation, c'est pour le cerveau. Est-ce qu'effectivement, on peut utiliser notre cerveau pour aller mieux, pour avoir une vie de meilleure qualité? Certainement. Donc ça, c'est pas une question de croyance, hein. Maintenant, on est vraiment dans le domaine de la science, dans le livre où vous voyez, hein, Mathieu sur la couverture, qui était incroyable. C'est un super cobaye. Je l'ai rencontré à Paris d'ailleurs à un TEDx. Il venait parler de son domaine d'expertise, la méditation, la compassion. Moi, je venais parler du cerveau, de la conscience. On est devenus amis. C'était une période très difficile dans ma vie. Vous pouvez le lire dans le livre où ben, il l'a ressenti, il m'a invité à faire une retraite ensemble. C'était la première retraite de Mind and Life.
Mind and Life Europe, créé d'ailleurs par Varela, qui est un scientifique depuis décédé, et le Dalai Lama. Et pour moi, c'était une expérience personnelle. D'ailleurs, sur le deuxième livre, vous me voyez moi-même en train de méditer. Donc, c'est la différence entre la connaissance et l'expérience. Mais évidemment, comme scientifique, c'était incroyable d'avoir ces athlètes de l'esprit, hein, ces moines bouddhistes, dont Mathieu et d'autres personnes qui vont avoir beaucoup d'heures de méditation sur le compteur, voir comment ça change la structure, le fonctionnement du cerveau. En France, vous avez des grands pionniers comme Antoine Lutz à Lyon qui a, avec une série d'articles scientifiques, démontré, comme vous le dites, que la méditation, c'est bien pour le cerveau. On voit des changements. Il ne faut pas être un moine bouddhiste, je ne le suis vraiment pas, je ne suis pas un maître zen. On fait ce qu'on peut, c'est un peu le message de mon livre, et les études montrent que déjà après 8 semaines un programme qui est Mindfulness-Based Stress Reduction, ça c'est très, très intéressant, c'est ce que je prescris aussi comme médecin neurologue, on va déjà voir ces changements aussi qu'on peut objectiver avec nos scanners. Donc oui, je pense que c'est important d'avoir plus d'attention à notre bien-être mental, et les études montrent que c'est pas ésotérique, que c'est pas non. Et d'ailleurs aussi les athlètes, et vous en avez mentionné Guillaume Néry, mais je le vois ici en Amérique du Nord, le NBA, là, les joueurs de basket, les American Football, on travaille avec le comité olympique. Vraiment, il y a là un impact sur la capacité à garder son focus. Pour moi, la méditation, c'est de la gymnastique mentale, c'est entraîner son attention. Mais c'est une gymnastique qui peut aider à moins prendre de médicaments, qui peut aider une société à aller mieux aujourd'hui où on est extrêmement chamboulé par ce qui se passe sur la planète, par des angoisses personnelles, mais aussi collectives, le changement climatique, les conflits. Est-ce que ça peut nous aider collectivement à aller mieux? Ça peut certainement nous aider, je pense, et le succès du livre, est maintenant traduit en 12 langues, illustre qu'il y a un besoin. Encore plus, hein, comme vous dites, il y a le Covid, il y a la guerre, donc il y a le besoin collectif et individuel. Et là, on est tous différents, mais l'impact est bien réel. Dans notre société, on demande pas mal, hein, des jeunes, des étudiants, mais aussi des parents qui travaillent. Chaque phase de notre vie dans cette société hyper connectée, hyper technologique, je pense que oui, il y a le besoin de reconnecter avec nos besoins euh, émotionnels, humains, et qu'on ne l'a pas appris à l'école, malheureusement, et que trop souvent, je vois une présentation un peu binaire, hein. J'y crois pas. J'ai des patients maintenant depuis les livres qui viennent me trouver, ils disent ah moi je suis contre les médicaments, et puis d'autres où je parle de leurs habitudes de vie, ils me disent ben moi je n'y crois pas à la méditation, donc j'essaye de vraiment construire un pont, et je le vois comme complémentaire. Je suis très heureux évidemment qu'il y a ces connaissances en médecine, ces technologies, on ne l'apprécie pas assez, hein, on l'a vu avec le Covid, très très important. Et en même temps, je pense, il faut aussi être critique comme corps médical, qu'on a sous-exploité et pas assez euh, donné un rôle aux patients. Et donc je pense que la médecine d'aujourd'hui, encore plus de demain, doit plus l'impliquer. Je le vois, les patients, parfois ils veulent un quick fix, hein, ils sont déçus quand ils sortent de ma consultation. Maintenant, téléconsultation sans prescription ou intervention, ben, ce n'est pas toujours la première ou la seule chose à faire. Et donc oui, pour répondre à votre question, et je le résume dans le livre, les études cliniques ont clairement démontré que l'effet de la méditation peut être aussi grand que l'effet de la médication, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des antidouleurs. Et donc pour moi, le défi, c'est d'utiliser les deux. Je n'aime pas le terme médecine alternative. Je pense que c'est du bon sens en fait, hein, que nos habitudes de vie, c'est pas juste la méditation et comment on gère le stress chronique, c'est aussi, excusez-moi, petit
élément perturbateur. On va garder notre attention. C'est aussi évidemment l'activité physique, c'est la qualité de mon sommeil, c'est la qualité de mon environnement de travail, de mes relations, ce que je mange. Donc oui, c'est complexe, mais cette interaction entre tous ces éléments vraiment a été démontrée au niveau mental, physique, même le système immunitaire. Et donc je pense que de plus en plus, on va s'intéresser à cela dans la médecine. Dites-nous un mot des neurotechnologies, parce que pour aller mieux, pour améliorer sa qualité de vie, quand on est par exemple parkinsonien, quand on est un très grand dépressif, il existe une forme de stimulation qui est plus, qui n'est pas simplement due à soi, mais qui est une intervention extérieure. Et il y a quand même là aussi de grands résultats des connaissances acquises en neurologie. Oui, donc, ce qui est encore... Ah, je n'ai pas encore sorti mon vrai cerveau, tiens. Donc ici, ça c'est particulier, un cerveau plastiné, hein, et même si on n'a pas tout compris, pensée, perception, émotion, c'est clair que si ce cerveau, il y a un dysfonctionnement, qu'il y a un traumatisme, qu'il y a une hémorragie ou modification, qu'elle soit métabolique ou hormonale, va influencer mes pensées, perception, émotion. Et donc la possibilité en effet de mettre une électrode en profondeur et de stimuler certains noyaux, certains réseaux pour aider des patients justement avec des troubles neuropsychiatriques. Évidemment, ça c'est une technologie invasive, hein, donc la stimulation électrique profonde, on l'a fait, mais ce n'est pas à nouveau le seul moyen de améliorer la qualité de vie de ces patients-là. Et on a, par exemple, avec l'équipe, beaucoup investi dans ce qu'on appelle la stimulation non invasive avec 2 électrodes sur le cuir chevelu, ce qui peut aussi influencer ce qu'on appelle la neuroplasticité, donc comment ces milliers de milliards de synapses se modifient après un trauma crânien, par exemple. Donc c'est la TDCS, donc là c'est non invasif. Je pense que c'est important au niveau de justement cette balance entre risque et bénéfice. Transcranial Direct Current Stimulation, je pense qu'on va beaucoup plus dans le futur encore entendre de ces technologies-là qui modifient donc avec un petit courant, 2 milliampères, 20 minutes, l'activité cérébrale et l'impact sur les fonctions cognitives. Mais vous l'utilisez à quelle fin avec votre équipe? Alors nous, avec le Coma Science Group, c'est dans le contexte du traumatisme crânien, ou vraiment post-coma, où on a démontré qu'il y a un effet. Alors ce n'est pas des personnes qui soudainement, évidemment, retrouvent leur capacité comme avant, mais on peut, avec tous les autres efforts de l'équipe en neuro rééducation, et la robotique, par exemple, va de plus en plus aider les physiothérapeutes. Mais donc oui, ça fait partie maintenant de notre arsenal. Et comme toujours, il y a beaucoup d'études qui sont nécessaires pour identifier les indications, les contre-indications, les effets secondaires dans des études contrôlées. On voit aussi de plus en plus émerger des promesses avec cette stimulation transcrânienne. On va nous améliorer notre sommeil, on va augmenter notre mémoire, nos performances, jusqu'à contrôler nos pensées. Est-ce que vous diriez qu'on nous vend du rêve ou est-ce qu'effectivement l'augmentation des connaissances sur le cerveau nous conduise à envisager de nouvelles possibilités? Alors c'est clair que le cerveau c'est complexe, qu'il faut augmenter nos efforts en termes de recherche, hein, parce qu'il faut savoir qu'en France, 2 Français sur 3, 2 sur 3 vont tôt ou tard être confrontés à une maladie du cerveau. Donc c'est clair qu'il faut continuer à investir dans ce domaine. C'est clair que les neurotechnologies nous aident. Je vous ai montré ce que vous parlez, est-ce qu'on peut lire les pensées ou influencer les pensées? Ben ça, c'est cette fameuse machine qu'on appelle interface
cerveau-ordinateur. Donc on peut mesurer l'activité électrique. On utilise par exemple, après le coma, le patient qui n'est plus capable justement à répondre à la question, il n'arrive plus à bouger un seul muscle, mais cette machine va décoder l'activité électrique par des classificateurs, donc l'intelligence artificielle, du deep learning, du apprentissage et les algorithmes qui vont me permettre, moi comme clinicien, d'identifier un oui, un non à mes questions. Et donc là, clairement, ça impacte la qualité de vie de ces patients qui, pour certains, on n'en a pas encore parlé, après le coma, il y a des personnes qui survivent dans un état qu'on appelait végétatif. Hein, ils ouvrent les yeux, mais ils restent sans conscience et uniquement des mouvements réflexes. On a démontré avec l'équipe qu'une partie entre eux sont en réalité un peu conscients, l'état de conscience minimale ou post-relationnel, comme vous dites en France. Et puis il y a l'autre extrême, c'est celui qui survit à son coma, complètement paralysé, mais conscient. En France, Jean-Dominique Bauby, rédacteur en chef de Elle, hein, qui a écrit Le scaphandre et le papillon. D'ailleurs, c'est aussi un film que je recommande à tous les étudiants, d'ailleurs, et à tout le monde. Très, très inspirant pour illustrer comment il ne faut pas juger un livre sur sa couverture. On peut être paralysé, plus capable de parler, mais quand même avoir cette activité mentale très très riche. Et donc les différentes machines qui donnent un contrôle à ces patients de communiquer, de contrôler leur environnement. Et donc oui, ça c'est une réalité et je pense qu'il faut continuer à œuvrer dans ce sens. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé MindCare, hein, qui a une fondation pour justement assurer la traduction. Parce que comme scientifique, ben, on publie, mais il faut surtout assurer que ces connaissances et ces technologies sont traduites vers la vraie vie, vers les hôpitaux. Et donc là, il y a encore du travail de là créer cette communauté à travers MindCare Foundation. Et pour vous, cette vie augmentée, entre guillemets, elle est souhaitable ou il faut aussi l'encadrer et s'interroger sur les développements éthiques qu'elle pose? Il faut toujours s'interroger parce que je pense que ces connaissances scientifiques et technologies, ça peut être la clé vers le paradis comme vers l'enfer. Hein. Moi, j'utilise la radioactivité quand je fais un PET scan pour essayer d'aider des patients, mais on peut en faire une bombe atomique. Ça, c'est une réalité. C'est à nous, comme société, de l'utiliser à des effets positifs. Et je crois beaucoup dans l'importance à essayer de comprendre la conscience pour aider des personnes avec des blessures au cerveau. Avec cette machine, oui, je peux aider des personnes en locked-in syndrome après le coma, mais je peux aussi faire du brain hacking, je peux aussi imaginer des scénarios pas nécessairement positifs. Donc oui, réfléchissons. Et en même temps, il faut, et pour revenir à votre question précédente, être réaliste. Pour le moment, vu l'absence d'une théorie qui explique la conscience et d'une vraie compréhension du code neuronal ou autre de mes pensées, mes perceptions, mes émotions, donc oui, je peux faire certaines choses comme court-circuiter des personnes paralysées qui vont contrôler leurs muscles. C'est relativement simple, c'est au niveau du output moteur où je peux, et ça c'est déjà devenu une routine, certaines personnes qui ont une surdité, et ils vont, avec un implant cochléaire, retrouver la capacité à entendre. Et la même chose pour certaines personnes qui sont aveugles, avec l'implant au niveau rétinien, mais ça reste assez simple. On va décoder ce qui est sensoriel ou moteur, mais là où ça se passe vraiment, hein, des maladies neuropsychiatriques, ben, il y a le trauma, il y a la démence, mais le code de la mémoire, là, pour le moment, il nous échappe et ce n'est pas du tout comme dans les films d'Hollywood. Et je ne suis pas nécessairement d'accord avec cette vision un peu de Silicon Valley. Hein, le cerveau, il est trop lent, on va l'upgrader, on va brancher comme une clé USB qui a plus de mémoire. Ça me semble ni souhaitable, ni possible pour le moment. Le défi, c'est plutôt de reconnecter avec nos besoins humains, notre humanité, dans un monde hyper connecté, technologique. On parle de la réalité virtuelle, du metaverse,
Et certainement pour les jeunes, le défi, c'est de se retrouver dans tout cela. Et là, on a parlé des habitudes de vie, on n'a pas encore parlé de la nature, hein, qui joue un grand rôle important. Et ce n'est pas uniquement les technologies, pour moi, qui vont nous donner la réponse finale et absolue. La France s'apprête, je crois, à proposer une charte pour un développement responsable des neurotechnologies. Est-ce que en Amérique du Nord, où vous vous trouvez en ce moment, ce sont des questions qui sont soulevées? Est-ce que ça inquiète, par exemple, l'initiative d'Elon Musk avec Neuralink, où, encore une fois, vous semblez dire que on peut utiliser pour le bon, mais aussi, évidemment, pour de mauvaises applications, et vous semblez même dire que c'est déjà assez mature comme technologie. On peut déjà hacker un cerveau? Alors, pour le moment, je pense que dans les applications en médecine, il y a vraiment des très belles choses qui se font. Hacker un cerveau contre votre volonté, ben, euh, je dirais, il faut être très, très vigilant. Il y a ces neurotechnologies et les interfaces cerveau-ordinateur. Il y a toute la discussion sur est-ce qu'il peut y avoir une conscience chez ces machines, hein. La discussion éthique, est-ce que ben, Siri et tous ces autres robots, est-ce qu'ils pensent quelque chose? Est-ce qu'on a le droit de l'éteindre? Est-ce que des expériences qui, ça c'est dans un autre domaine plus organique et cellulaire, créent des mini-cerveaux, hein? Vous savez, maintenant, on peut cloner des cellules et on peut cultiver des réseaux dans un petit Une petite boîte. pétri. Et donc, est-ce qu'il y a là une conscience? Est-ce qu'on a le droit de le jeter à la poubelle après l'expérience? Mais pour le moment, je ne pense pas que d'un point de vue scientifique, on a des arguments pour penser que ces machines ou ces organoïdes, comme on les appelle, ces microcerveaux, euh, pensent ou perçoivent ou ont des émotions. Pour moi, le débat est un des grandes révolutions en bioéthique, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait avec les animaux, hein, parce que d'un point de vue neurologique, neurobiologique, ça n'a pas de sens, comme à l'époque de Descartes, dire hein, on est les seuls avec cette capacité, on est au-dessus, hein, les animaux c'est juste des automates, ils ont des instincts, des réflexes, et donc qu'est-ce qu'on fait avec l'utilisation industrielle de l'animal qui sert de nourriture? Je pense que là c'est beaucoup plus actuel et démontré que ça n'a pas de sens, que ces animaux ne pensent pas, n'ont pas de perception des émotions. Ils ont les mêmes cellules, hein. Si je vous donne des cellules d'un rat ou d'un humain, il faut vraiment être un expert pour faire la différence. Ils ont les mêmes neurotransmetteurs, hein, la sérotonine, la dopamine. Hein. On donne la morphine, ça va avoir des effets aussi au niveau de la douleur. Donc, pour moi, le débat, il est plutôt là. Qu'est-ce que notre société, comment se positionner dans l'exploitation industrielle de l'animal? Qu'on pourrait résumer en parlant de la valeur de la vie d'un animal et la valeur de la vie d'un humain, ensemble. Merci Steven Lorez. Je vais tout de suite demander à la salle s'il y a des questions. Il y a un micro, n'hésitez pas à lever la main. La première, oui, je ne vous vois pas. Oh, deuxième rang. Le micro arrive, monsieur. Je crois que oui, vous êtes un monsieur. Oui, alors bonjour, bonjour. Et oui, voilà, je me présente, Papa Eric. Oui, alors les intimes m'appellent Papa Eric Le Tendre. Et là, j'ai trois questions précisément pour docteur Lorez. oui, docteur Lorez. Oui, que je trouve d'ailleurs qui me rappelle MacGyver. Oui. D'un point de vue physique ou physique. dans ce qu'il... D'un point de vue physique, voilà. Oui, alors, MacGyver, posez votre question à MacGyver. Alors, la première question, j'ai entendu le docteur parler du bien-être mental. Alors, ça me fait penser à l'ocytocine, la glande pinéale. Et ma question est celle-ci. Est-ce qu'il y a un lien entre la santé mentale et la vie sentimentale des humains? Là, c'était la première. Oui. Et la deuxième, ça me fait penser
en entendant parler de l'interface cerveau-machine. J'aimerais bien savoir c'est quoi, j'ai toujours pas compris, c'est quoi ce qu'on appelle la transhumance. Le Oui, transhumanisme. oui, le transhumanisme. Oui, merci. Oui. Et troisième cas, parlant des comas, et que peut-on dire du cas de Michael Schumacher? Alors, Merci. Merci beaucoup. l'ocytocine. Oui, et notre vie sentimentale, alors je pense qu'il ne faut pas avoir une vision trop réductionniste, hein. Quand on parle de l'amour, de nos sentiments, on ne peut pas le réduire à une substance chimique, neurotransmetteur, que ça soit l'ocytocine ou autre chose, une partie du cerveau. Donc c'est vraiment cette complexité, cette interaction permanente et le grand défi, comment expliquer le sentiment, l'amour, hein. Donc là, à nouveau, pas d'arrogance scientifique, même si je pense que c'est très utile de mieux comprendre des personnes qui souffrent, hein, qui ont comme on dit, le cœur brisé, qui ont des problèmes relationnels, qui sont en effet, comme vous le dites, très importants et qui ont un impact sur notre bien-être mental. Donc ça, je pense que c'est bien démontré. Et donc aussi, pour être positif, la possibilité d'influencer son bien-être mental. On a déjà parlé des différentes habitudes de vie, j'ai parlé de la qualité de nos relations, donc oui, euh, cela est très important, même si c'est difficile à chiffrer. Donc on peut, euh, comme l'expression le dit, hein, mourir euh, D'amour. amour, voilà. Donc oui, d'un point de vue physiologique, on voit les effets. Les interfaces cerveau-ordinateur et le transhumanisme, votre deuxième question, c'est quoi le transhumanisme? C'est d'essayer de créer l'homme 2.0, c'est d'utiliser ces neurotechnologies pour, je dirais, upgrader, où je ne suis pas convaincu ni de l'utilité, ni de la possibilité, comme je l'ai dit, dans l'absence d'une vraie compréhension, hein, de nos pensées, mémoires, perceptions, émotions. Ce qu'on fait, ce qui me semble être beaucoup plus utile, c'est d'utiliser ces connaissances et ces technologies pour aider des personnes qui souffrent de maladies, de dysfonctionnement de ce système. Je ne pense pas qu'on puisse comparer le cerveau à une machine. Très souvent, on va parler de ces superordinateurs, de l'intelligence artificielle qui en réalité n'est pas intelligente du tout dans le sens où elle ne ressent rien. Donc oui, les machines maintenant vont gagner des programmes d'échecs, hein, gagnent des meilleurs joueurs humains, toute une série d'exemples où la machine dépasse l'homme, mais c'est très différent et je pense qu'il faut plus investir dans ce qui nous différencie de cette intelligence artificielle, de ces algorithmes. C'est euh, nos émotions. On est motivé à jouer aux échecs, on est frustré quand on part, on a vraiment des émotions, des pensées, et ça, c'est pas du tout vrai pour cette machine. Je travaille avec Toyota, hein, recherche et développement. Ils ont des robots, vous pouvez retrouver sur YouTube. Il y en a une série qui joue de la musique. J'ai écouté des concerts, c'est très beau. Je ne suis pas musicien, mais c'est tous les soirs la même chose. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Ils ont un robot, intelligence artificielle, qui joue au basket et il rate jamais. Donc C'est et très puis il n'a pas ennuyeux. le plaisir que nous on a quand il fait son point. Donc pour moi, c'est très important d'investir dans ce qui nous différencie de ces ordinateurs et on ne le fait pas assez. Je pense que dans le système éducationnel, plus que de parler de transhumanisme, c'est de reconnecter avec notre humanité, pour les enfants, parler de créativité, d'intelligence émotionnelle, la musique, l'activité physique et les pratiques de méditation qui, pour moi, devraient dans l'ensemble prendre la moitié du temps et on continue trop à insister sur les connaissances et donc c'est en partie aussi pour ça
qu'on a tellement difficile et qu'on a ces burn-out et ces anxiétés et les défis pour la société d'aujourd'hui. Donc transhumanisme, moi, c'est pas nécessairement pour moi la solution, mais c'est une opinion personnelle. Alors le coma et Michael Schumacher, je le connais bien, j'étais impliqué et pour le reste, je dois me limiter à ce qui est dans le domaine public, hein, qu'il a survécu à un coma très grave, mais qu'il faut aussi respecter la famille qui a souhaité ne pas parler de son état d'aujourd'hui. Merci. Alors, une autre question. Voilà, le micro arrive. Oui, c'est une question au sujet des EMI. Vous en avez parlé brièvement. Expérience de mort imminente, je me permets. Oui, ou NDE, enfin bon. Vous avez pu constater, d'après l'interrogatoire que vous avez posé, que éventuellement cette NDE était positive, c'est-à-dire que psychologiquement, il se sentait transformé du tout au tout. C'est-à-dire que après cette expérience, il n'avait plus une heure à perdre pour pratiquer l'amour, et pas n'importe quel amour, l'amour universel, inconditionnel, sans jugement. Donc la question est celle-ci. Parmi les personnes que vous avez pu interroger, est-ce qu'il y en a qui avaient subi une IRM avant l'EMI? Et à ce moment-là, on pourrait savoir, après avoir passé une EMI consécutive à la NDE, savoir si cette expérience laisse un impact sur le substrat biologique cérébral. Merci pour cette question, et c'est tout le défi de ce qu'on appelle ces études rétrospectives. Donc là, j'ai aussi lancé un appel à témoins, et donc s'il vous plaît, contactez-nous par tous les moyens, réseaux sociaux et autres, pour partager votre expérience, mais c'est rétrospective, donc je vais vous écouter, et ce qu'il faudrait, comme vous dites, c'est des études prospectives où on va, et on le fait, demander aux personnes qui ont eu un coma, par exemple, qui survivent les soins intensifs, est-ce qu'il y a eu un souvenir? Et puis on va les mettre dans l'IRM. Donc ça, c'est en cours, mais encore mieux, comme vous dites, c'est d'avoir une image d'avant cet épisode, et ça, en pratique, c'est vraiment difficile à obtenir. Donc pour le moment, je ne peux pas répondre à votre question, mais elle est très intéressante, et avec l'équipe, on essaye par tous les moyens de quand même réduire un peu notre ignorance. Merci. Ce que je peux vous dire par contre, c'est qu'au niveau des corrélats neuronaux, il y a différents aspects. On a parlé par exemple des expériences de décorporation, hein. Et donc ce qui est pour moi intéressant, c'est qu'il y a une partie ici, donc je vais reprendre mon cerveau, donc le côté droit, et ici au milieu, si je stimule, que ce soit avec la TMS qu'on a discuté, la stimulation magnétique transcrânienne, ou avec vraiment une électrode, ce qu'on peut faire chez des personnes qui ont une opération et on enlève une partie du crâne, on peut provoquer des décorporations. Donc c'est intéressant, mais je ne peux pas dire que ça explique tout le phénomène aujourd'hui. Madame? Bonsoir, ou bonjour, je ne sais pas. C'est une question simple. On parle du cerveau dans notre tête, et maintenant, certaines personnes parlent du deuxième cerveau dans notre ventre. Et quelle est sa place, s'il vous plaît? Oui, c'est une bonne question. Quel est le lien entre le cerveau de notre ventre et le cerveau de notre tête? Eh bien, merci pour cette question. C'est justement une illustration de cervographie, hein. Je vous ai dit, il y a 100 dessins et 100 illustrations sur le cerveau et le deuxième cerveau, hein. Donc, je vous ai dit, on a des milliards de cellules, 16 milliards si on les compte, et puis il y a des millions, une dizaine de millions au niveau de nos intestins, ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Et c'est vrai que leur activité qui est influencée aussi par ce qui se passe dans nos intestins, le caca et les microbes. Il faut savoir qu'on a plus de microbes dans les intestins qu'il y a des cellules dans tout notre corps. Et donc cette interaction entre les cellules nerveuses autour de mon intestin, deuxième cerveau, et la matière grise là-haut, il y a une interaction qui de plus en plus est étudiée, même si on n'a pas tout compris, on sait qu'il y a un rôle, on parle de bien-être mental, et donc
oui, il y a une influence démontrée entre ce qui se passe là dessous et notre bien-être mental. Donc c'est fascinant et en même temps, il y a encore beaucoup d'études à faire. Et oui, il y a un deuxième cerveau et je pense que c'est important d'étudier les interactions. Maintenant, si je peux choisir, je choisis toujours celui là-haut. Hein, on peut faire une transplantation ou changer l'activité de ce qui se passe au niveau de ces cellules nerveuses intestinales, mais on voit quand même que l'impact va être mineur, en tout cas comparé à ces changements ou ces modifications de l'activité corticale. Mais est-ce qu'on peut dire qu'un microbiote de bonne qualité fait du bien à notre cerveau, nous rend plus heureux, plus équilibrés? Alors oui, je pense que de plus en plus c'est clair que notre microbiote, ça joue un rôle. Il y a même des transplantations de caca hein, pour essayer de rééquilibrer. Et avec des antibiotiques, ben, on va bouleverser tout cela. Donc il faut les prendre uniquement quand c'est vraiment nécessaire. Et évidemment, ce n'est pas juste une chose. On aimerait bien un quick fix. Donc oui, ce qu'on mange et la santé des microbes dans nos intestins joue un rôle, mais il y a toutes les autres choses qu'on a discutées qui jouent un rôle aussi. Donc c'est juste le bon sens. Il faut essayer de travailler sur tous ces différents axes pour être heureux. Merci. Qui souhaite poser une question? Oui. Bonjour. Je m'intéresse particulièrement aux... Ça fait très bizarre de s'entendre avec le micro. Je m'intéresse particulièrement aux pathologies psychiatriques et notamment la schizophrénie, dont l'un des symptômes serait l'altération de la conscience de soi. Et je me demandais donc, est-ce qu'il y a des études à ce niveau-là qui pourraient aider à situer au niveau neurologique aussi la conscience? Est-ce que c'est un autre état de conscience, cette altération-là? Et donc, est-ce que, par exemple, la méditation pourrait influer par le biais de permettre un nouvel état de conscience à aider au niveau de cette maladie? Merci pour cette question. Alors moi, je ne suis pas psychiatre. Malheureusement, il y a cette division. Moi, je voulais être neuropsychiatre parce que je suis curieux et je m'intéresse à l'esprit humain, on a dit, hein, les pensées, perceptions, émotions. Et c'est clair qu'en schizophrénie, là, il y a des dysfonctionnements. Et je regrette un peu qu'on voit une séparation de plus en plus marquée entre la neurologie, et ça, c'est ce qu'on voit avec les scanners, où il y a, on appelle une anomalie organique, hein, contrairement à la psychiatrie où on ne voit pas, mais ce n'est pas moins réel. Et pour moi, la psychiatrie, c'est la neurologie qu'on ne comprend pas. Et la schizophrénie, dans les études en neuroimagerie, à nouveau, je ne suis pas expert dans ce domaine, mais je sais qu'il y a beaucoup d'études qui permettent de mieux comprendre hein, la psychose, ces hallucinations, ces idéations pathologiques, et c'est important d'améliorer leur prise en charge, qu'elles soient pharmacologiques ou avec des interventions pour aider ces personnes. Et la méditation, très longtemps, on a pensé, ben, c'est pas possible d'en parler en cas de psychose, en cas de schizophrénie, et de plus en plus, et dans le livre, je résume les études cliniques, où il y en a beaucoup en psychiatrie, y compris en psychose et en schizophrénie, qui montrent quand même que même là, le patient peut, mais à nouveau, ça doit être accompagné par les professionnels de la santé, les psychiatres, les psychologues, mais il y a une série d'études en cours pour démontrer la valeur ajoutée, complémentaire évidemment avec les approches classiques. Mais ça reste évidemment un grand défi. Mais je suis quand même très heureux de voir qu'il y a de plus en plus
de recherche qui nous permettent de mieux comprendre et donc de mieux prendre en charge. J'espère que ça répond à votre question. Oui. Y a-t-il une autre question? Oui, madame. Oui, bonjour. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre la perte de conscience épileptique et le coma? Je n'ai pas bien compris la question. Entre la perte de conscience de l'épileptique. Merci. Alors, oui. Donc, le coma, c'est quoi? C'est un patient qui n'est plus éveillable. Donc, il y a une perte de conscience prolongée. Ce n'est pas la syncope qu'on connaît. On peut perdre conscience brièvement. Si ça dure plusieurs heures, on va parler de coma. On se retrouve aux soins intensifs classiquement. Alors, l'épilepsie, c'est quoi? C'est une décharge anormale. On a parlé de l'activité électrique générée par le cerveau. Donc, c'est en cas d'épilepsie, une décharge anormale. Souvent, ça part à un endroit précis. Et en fonction de l'endroit où ça se passe, on va avoir certains symptômes, parce qu'il y a le cortex visuel, moteur, auditif, réseau important pour la mémoire, le langage, etc. Et puis, ça peut se généraliser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la crise tonico-clonique, où on perd conscience, on fait des secousses. Et donc là, oui, il y a une perte de conscience. On peut se retrouver dans le coma, ou ça peut être plus limité, et ça, c'est une crise partielle. Par exemple, au niveau temporal, ça peut par exemple donner des absences. Donc, c'est quelques secondes où je n'étais pas là. Et il y a des similitudes. Je décris dans le livre Un si brillant cerveau l'activité cérébrale anormale en cas de coma. C'est ce fameux réseau fronto-pariétal, latéral et médian, vous vous souvenez, conscience du monde extérieur, du monde intérieur. Et d'ailleurs, lors de ces absences, par exemple, il y a aussi une perte de connaissance. Des études en IRM fonctionnel ont permis de voir que dans ce réseau de la conscience, il y a une diminution de l'activité. Donc oui, c'est une forme, ou ça peut être une forme de perte de conscience, mais c'est particulier, avec évidemment une prise en charge qui sera différente, avec des médicaments qui sont très utiles pour améliorer la qualité de vie de ces personnes, qui sont les anti-épileptiques. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai... Ah oui, monsieur, allez-y. C'est juste une question, c'est quand on est opéré et qu'on est endormi, donc c'est un état d'inconscience, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Alors, merci pour cette question-là aussi, parce qu'on a parlé de coma pathologique après un traumatisme, une hémorragie, l'arrêt cardiaque ou le manque d'oxygène, que ce soit noyade, aussi intoxication, encéphalite, infection, etc. Et puis, il y a le coma pharmacologique. Donc ça, c'est endormir quelqu'un, et on va le faire parfois, et assez souvent d'ailleurs, aux soins intensifs, des personnes qui sont dans le coma. On va les mettre en plus dans un coma pharmacologique, c'est une anesthésie générale. Pourquoi? Ça nous complique quelque part la vie, parce que comment apprécier la conscience s'il y a une blessure, un trauma par exemple, et ensuite on l'endort avec nos médicaments? Comment savoir s'il est conscient et dans quelle mesure? On va le faire pour deux raisons. Un, la conscience est compliquée et, comme je vous ai dit, parfois on passe à côté de certaines choses. Ce n'est pas parce que le patient ne réagit pas ou ne parle pas qu'il y a zéro conscience et on veut assurer son confort. Donc, dans ces moments aux soins intensifs, il y a toute une série de choses qui se passent. On veut qu'il soit confortable. Donc, on va assurer avec des médicaments utilisés en anesthésie, des antidouleurs forts, le confort. Et deux, ça protège le cerveau. Donc, on va diminuer son activité, sa consommation d'énergie et aussi des changements au niveau de la pression intracrânienne. Donc, on a pour ces raisons des personnes qui se retrouvent dans un coma pathologique avec en plus un coma artificiel, pharmacologique, qu'on va essayer de limiter aussi bien dans la dose administrée
de ces médicaments que dans la durée. Donc, en permanence, on va évaluer ces patients pour voir est-ce qu'il en a vraiment besoin, parce que de plus en plus, on se rend compte qu'il faut le donner, mais le minimum de temps et le minimum de médicaments nécessaires à la situation spécifique. Donc, c'est le même médicament qu'on utilise lors d'une AS générale, une narcose, pour faire les chirurgies. On n'a pas encore parlé beaucoup de l'hypnose, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Vous voulez nous en parler? Allez-y. Oh, L'hypnose, j'y c'est aussi pense parce que... un état de conscience modifié. Mais oui, tout à fait. Et c'est une occasion d'en parler parce que, à nouveau, certains d'entre nous ont besoin d'une intervention. Et puis, si c'est inconfortable, on va être mis en narcose, en anesthésie. Et donc, on a démontré que l'hypnose, c'est comme la méditation, une illustration de ce pouvoir de l'esprit, de se mettre dans sa bulle, dissocier, absorber. Et ça, c'est une grande professeure qui a Marie-Lise Fémonville, qui est maintenant à la retraite, mais qui a introduit comme anesthésiste et responsable de la clinique de la douleur l'hypnose au bloc opératoire, et que pour certaines opérations, ça peut être une alternative. Et on a besoin de moins d'antidouleurs, on reste moins longtemps à l'hôpital, et on a des milliers de patients, dont moi-même, qui étaient sur la table en train de penser à un souvenir agréable alors que le chirurgien faisait son travail. Et on a vu avec nos différentes machines IRM fonctionnelles et autres comment ça influençait ces fameux réseaux de la conscience. Donc, je suis convaincu qu'on va voir, et d'ailleurs, il y a une série d'hôpitaux en France qui la proposent, et donc on a parfois cette vision un peu charlatanesque de l'hypnose, alors que l'hypnose médicale a fait ses preuves, et quand c'est fait par des personnes entraînées dans leur domaine d'expertise, je pense qu'il y a vraiment là une valeur ajoutée. Vous dites on a vu ce qui se passait. Brièvement, dites-nous ce qui se passe. C'est-à-dire que les circuits neuronaux chantent la douleur, c'est ça? Oui, donc je vous ai dit, il y a ces deux réseaux, conscience du monde extérieur, conscience du monde intérieur. Et donc justement, on voit que lors de cette dissociation, où on n'est plus vraiment conscient de ce qui se passe autour de nous, heureusement, ce qui permet au chirurgien de faire son travail, on va toujours ressentir qu'il y a quelque chose, mais ça ne fait plus mal. Et donc, on voit une déconnexion de ce fameux réseau sensoriel, réseau du monde de la conscience extérieure. Dites-nous quels outils vont permettre dans l'avenir d'aller encore plus loin. Vous avez parlé de l'IRM fonctionnel, vous avez parlé de ces électrodes qu'on met. Enfin, on avance assez vite, mais à quel niveau de détail faut-il descendre dans le cerveau pour justement un jour comprendre ce qui génère nos émotions, ce qui génère notre conscience? Est-ce que c'est au niveau de la synapse? Est-ce qu'il faut vraiment aller au niveau de l'atome, du nanomètre? Jusqu'où faut-il aller? Et pensez-vous qu'on ira assez vite? Qu'on ira assez vite, je ne sais pas. Mon philosophe préféré, c'est James Bond. Jamais dire jamais. Je pense qu'on dépend de nos technologies. Et donc, oui, je suis très heureux. Et dans les années 90, on a été les pionniers pour utiliser le PET scan avec la radioactivité pour voir le cerveau en action. Aujourd'hui, c'est l'IRM fonctionnel. On a une série d'outils. Et néanmoins, c'est important d'être conscient de nos limitations. On est des cartographes, on fait un peu, vous voyez derrière moi, il y a cette tête, là vous voyez, de la phrénologie. On va localiser des fonctions à différentes parties du cerveau, comme les phrénologues à l'époque, comme Dr Gall pensait pouvoir le faire en palpant le crâne. Là, il se trompait. Par contre, il y a, oui, des parties du cerveau qui sont plus importantes que d'autres. Maintenant, c'est quand même une activité intégrée, c'est l'interaction entre ces réseaux et on dépend de nos machines. Historiquement, si je regarde, par exemple, Galilée, il a pu faire des grandes découvertes parce qu'il avait un bon télescope. Maintenant, nos télescopes, c'est ces machines, ces scanners qui nous cartographient, qui nous donnent des images. Mais la carte n'est pas le territoire. Je pense que c'est très important de souligner qu'on n'a pas la machine dont je rêve qui me permet
d'identifier à la milliseconde près ce qui se passe dans ces milliers de milliards de synapses dans une soupe de neurotransmetteurs. Et donc, je ne sais pas quelle technologie va nous permettre demain de faire mieux, mais c'est clair qu'il faut collaborer avec les ingénieurs. On est avec l'unité de recherche Giga Consciousness à l'Université de Liège et maintenant l'équipe que je monte ici au Québec à l'Université Laval à Cerveau. Il y a la moitié qui sont des cliniciens et puis l'autre moitié des ingénieurs, des informaticiens, des statisticiens, des physiciens. Et c'est ce mélange-là, cette multidisciplinarité-là qui nous permet d'utiliser ces outils de pointe pour essayer de traduire les connaissances vers une meilleure prise en charge clinique. Parfois, ça va très vite. Je me souviens des livres de mon papa qui, dans les années 50, regardait comment, en 2000, on allait tous avoir une voiture volante. Eh bien non. Là, ce n'était pas rapide du tout. On a toujours des belles voitures avec 4 roues qui polluent, qu'elles soient hybrides, électriques ou à essence ou diesel. Donc, très, très difficile de prédire, en particulier le futur, disait Niels Bohr. Donc, je vais être très prudent et espérer, bien évidemment, qu'on va avancer nos connaissances ou, je le dis mieux, réduire notre ignorance sur cet univers fascinant qui est notre univers intérieur où le cerveau, il faut le dire, joue quand même un rôle majeur. Merci beaucoup, Steven Lorès. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Je voulais juste rappeler quelques titres d'ouvrages, puisque vous avez évidemment publié énormément d'articles dans les grandes revues scientifiques. Mais donc, il y a un livre qui n'est pas ici, le tout dernier, je crois, Cervographie, le cerveau en 100 dessins chez Hachette, et puis chez Odile Jacob, les deux qui sont ici, donc méditer. Alors le premier, c'était la méditation, c'est bon pour le cerveau. Et puis vous êtes devenu cobaye, méditer avec le docteur Lorès. Et donc un si brillant cerveau, également chez Odile Jacob, où vous relatez beaucoup de choses sur ces états de conscience, de coma, d'état végétatif. Enfin, il y a énormément de choses avec des patients en plus assez particuliers, dont un qui arrive bien vivant et qui vous dit « Je suis mort ». Qu'avait-il, ce monsieur ? Oui, ça c'est une consultation dont je me rappelle bien évidemment, envoyée par un confrère en Grande-Bretagne. Le patient, après, il a fait des interviews, donc je peux donner son nom, c'était Graham. Il était dans la quarantaine, et puis la secrétaire m'appelle, elle dit « Écoute, professeur Lorès, là, il faut venir vite parce que votre patient est arrivé et il dit qu'il est mort. » Donc ça permet de parler, peut-être de clôturer sur un sujet qui est quand même une réalité, on va tous mourir, mais c'est quand même un peu lourd. Et là, évidemment, ça fait presque sourire un patient qui dit « je suis mort », mais le pauvre, il était vraiment pas en forme. En fait, il avait vécu une séparation douloureuse, il voulait se suicider, et il est allé dans son bain, et puis il a mis le sèche-cheveux, il s'est électrocuté, mais en fait, les plombs ont sauté, il ne s'est rien passé, sauf que lui, il a quitté son bain et il était convaincu qu'il était mort. Et ça, c'est le syndrome de Cotard. Donc, c'est Cotard qui a décrit pour la première fois, à Paris d'ailleurs, il y a plus de 100 ans, une patiente qui était convaincue que son cerveau était mort. Et donc, c'est le syndrome connu en neuropsychiatrie, qu'il y a une partie du cerveau, ou tout le cerveau, ou une partie du corps qui est mort. Et donc, évidemment très très particulier parce que je le confronte à quand même cette drôle de situation où il est là, il me parle, et comment est-ce qu'il peut être mort, et donc il exprime que oui, il a difficile à l'expliquer parce qu'il a des mémoires, il voit, et en même temps il était vraiment profondément convaincu que son cerveau était mort. Un aspect positif peut-être, c'est qu'il a arrêté de fumer, parce qu'il disait « je suis mort, ça ne sert plus à rien ». Il ne se soignait pas énormément, il traînait beaucoup au cimetière. On a étudié son cerveau. D'un point de vue structurel, il n'y avait rien d'anormal. Par contre, quand on l'a mis au PET scan et on injecte du sucre radioactif, parce que le cerveau il consomme beaucoup d'énergie, on peut visualiser ça. Et je n'ai jamais vu une anomalie fonctionnelle
comme cela, son réseau de la conscience et de conscience de soi était très, très atteint fonctionnellement, alors que la structure, les cellules, les neurones, la matière blanche avaient l'air intacte sur nos IRM. Donc une belle illustration, oui, aussi de la force de l'esprit, mais je dirais en négatif, on peut s'imaginer, et une dépression sévère psychotique peut même nous amener à être convaincus qu'on est mort. C'est le syndrome de Cotard. Merci beaucoup, Dr Lorez. Bonne fin de journée au Canada. Merci de nous avoir accompagnés et puis merci à vous tous qui êtes venus. Et voilà, je vous encourage à lire les livres qui sont super. Merci à vous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Vous de Profitez de la même. vie surtout. Profitons de la vie. Merci.